Alors, donc aujourd'hui, je vais vous parler de données géographiques. Donc, est-ce que vous vous êtes jamais dit que ce serait sympa, par exemple, de faire une petite carte thématique, de faire du guidage en réalité augmentée, ou peut-être même de faire un jeu vidéo totalement en 3D réaliste au sein de villes qui existent vraiment? Ça peut être des sujets qui sont assez intéressants, mais le truc, c'est qu'il faut quand même des données pour faire ça. On ne peut pas inventer la donnée. Et donc, où on va trouver de la donnée? Dans le projet OpenStreetMap. Donc OpenStreetMap, c'est un projet qui est en fait une base de données géographique, c'est-à-dire que c'est une base de données assez classique dans laquelle on va stocker de l'information géographique, donc des objets qui vont être géolocalisés et sur lesquels on a des informations attributaires. C'est une donnée qui est libre de droit, c'est-à-dire qu'on peut la partager, l'utiliser, la réutiliser comme on le souhaite. Et c'est surtout un projet qui est collaboratif, c'est-à-dire que c'est un projet fait par des gens comme vous et moi et qui est remis à disposition de tous pour le bien commun. Donc si on veut résumer plus ou moins le concept de ce qu'est OpenStreetMap, c'est un peu comme Google Maps, mais dans l'esprit Wikipédia. C'est-à-dire qu'on a le même genre, entre guillemets, d'informations qu'on va avoir sur Google Maps, mais c'est remis à disposition de tous et modifiable par tous, comme l'est Wikipédia. Et donc, comment ça se structure de l'information géographique? Alors en fait, il va y avoir deux choses. Donc il va y avoir une partie géométrie, c'est-à-dire qu'on va faire principalement du dessin, entre guillemets. On va avoir donc des points qui vont avoir des coordonnées, latitude, longitude. À partir de ces points, on va pouvoir dessiner des objets plus complexes, comme des lignes, comme des emprises. Et sur ces différents objets, on va pouvoir renseigner des attributs. Donc par un système de clés-valeurs, on va dire que, par exemple, l'objet qu'on a ici, c'est une route résidentielle qui s'appelle Grande Rue et qui n'est pas à sens unique. Donc à partir de ça, à partir de ce modèle théorique, on est capable de faire pas mal de choses. Et donc, on va, par exemple, avoir cet éditeur qu'on appelle ID. Donc, je ne vais peut-être pas vous faire la démo en direct puisqu'on a pris un peu de retard, mais en fait, cet éditeur donc, permet d'accéder aux informations qui sont derrière OpenStreetMap. Et concrètement, on a accès, si vous regardez le panneau latéral, aux informations qui sont associées à un objet. Donc là, pour le coup, l'objet en question, c'est une boîte aux lettres. On connaît sa référence, on connaît sa position. On pourrait connaître les heures de collecte du courrier sur cette boîte aux lettres. Et donc, il faut imaginer que l'ensemble des objets qui sont décrits dans OpenStreetMap sont structurés de cette manière. Donc, ce sont des données qui sont récentes. Là, pareil, je vais passer la démonstration. Où, en fait, on a des données qui sont tout le temps modifiées. De par le monde, jour et nuit, il y a des gens qui contribuent à OpenStreetMap, qui rajoutent des routes, qui rajoutent des bâtiments, qui rajoutent toutes sortes d'informations. Et tout ça 24 heures sur 24, et pour le bien commun. Et donc, quels sont les types de données qu'on peut trouver dans ce projet? Là, en fait, vous voyez, cette représentation, c'est un nuage de mots qui représente les différentes clés utilisées. Et plus la valeur est importante, plus ce sont des notions qui sont présentes. Donc là, on voit par exemple, on a la notion de building, donc tout ce qui est bâtiment qui est assez présente. Assez rapidement, on a les highways, donc tout ce qui est réseau routier. Ensuite, on a les aménités, donc tout ce qui est services, commerce. On a tout ce qui est occupation du sol, on a les éléments d'urgence, on a les transports publics, on a vraiment plein de choses. C'est des données qui sont très riches à l'échelle mondiale. Donc si vous voulez, on va commencer cette présentation par d'abord une petite étude des données et des formats qui sont utilisés, donc pour bien comprendre de quoi on parle. Et ensuite, on verra quelques études de cas, entre guillemets, où on va aborder justement chacun des thèmes que j'ai cités en introduction pour voir concrètement comment on peut essayer d'y répondre. Donc tout d'abord, il faut savoir que l'API d'OpenStreetMap va gérer principalement du fichier XML. C'est-à-dire qu'elle va vous renvoyer des données au format XML et vous allez communiquer avec elle pour appliquer des modifications au format XML. Donc par exemple, je ne sais pas si ça va être très lisible, mais vous imaginez ce qu'est un fichier XML. On va décrire donc les nœuds, les objets que je présentais tout à l'heure, qui sont vraiment les objets de base avec une balise node,
et dessus on va associer des coordonnées, donc latitude, longitude. Et à partir de ces nodes, on va pouvoir construire des objets un peu plus compliqués que sont les way. Donc les way, ce sont les chemins. Donc dans ces chemins, on va faire référence aux nœuds qu'on a déclarés précédemment, et on va également rajouter de l'information attributaire, donc la balise tag, qui va permettre de renseigner les clés-valeurs que j'expliquais tout à l'heure. Et après, on a un autre type d'objet qui est un peu plus compliqué, qui s'appelle les relations. Là, pour le coup, l'idée d'une relation, c'est de faire le lien entre des points et des chemins, comme par exemple quand on décrit une ligne de bus. Une ligne de bus, ce n'est pas quelque chose qui est tangible sur le terrain, on ne voit pas la ligne de bus, mais par contre, on voit des éléments qui y sont liés. On voit les arrêts de bus, on voit les routes sur lesquelles les bus naviguent, etc. Donc l'idée d'une relation, c'est de reconstruire du lien entre ces objets qui sont les arrêts de bus, les routes, etc., pour dire ça c'est le tracé de ma ligne de bus, et en plus il passe à telle heure, et en plus il y a telles informations, etc. Donc ce format de base qu'est le XML proposé par l'API va découler plusieurs déclinaisons, c'est-à-dire qu'on va avoir des formats qui vont être proposés, donc soit du fichier compressé, soit dans d'autres formats, différentes syntaxes. Et on va également avoir à disposition des données qui vont être retraitées. Donc au lieu d'avoir toutes les informations de toute la base, on va dire je veux seulement la partie adresse, ou je veux seulement la partie borne incendie, ou autre chose. Donc en termes de données brutes, on peut sortir assez facilement du fichier BZ2, donc du fichier XML compressé. On va avoir du fichier protobuf, donc un espèce d'autre format binaire un peu compressé. Et on va également avoir du format GeoJSON qui, lui, s'exploite assez facilement dans les applications géographiques. Pour tout ce qui est données traitées, on va avoir par exemple des extraits tabulaires. J'évoquais tout à l'heure la donnée adresse. On peut imaginer faire un export au format Excel des données adresses d'OpenStreetMap. On va avoir tout ce qui est tuiles, donc les fonds de carte en fait, soit au format image, donc déjà avec un style déjà prêt à l'emploi, soit des tuiles vectorielles, donc sur lesquelles on a de la donnée vraiment un peu brute, mais qui est prévue pour faire de l'affichage en fond de carte, donc sur laquelle il n'y a pas forcément tous les types d'objets, mais par contre on a la main sur la gestion du style. Donc c'est des formats qui sont intéressants. Et on a également possibilité de faire de l'export en format 3D, donc pour directement avoir de la représentation pour faire des environnements 3D réalistes. Donc où est-ce qu'on peut trouver ces données ? Tout d'abord, on peut les sortir directement du site openstreetmap.org, qui en fait va permettre de faire de l'export, mais qui va être un peu restreint, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas prendre de trop grandes zones, ou sinon on va être obligé de prendre l'ensemble des données. Et c'est pour ça que justement, il y a d'autres fournisseurs de données qui permettent d'avoir des échelons intermédiaires, donc récupérer des données qui vont être plutôt filtrées par zone, comme GeoFabric, qui est en fait un fournisseur allemand qui propose des données par région, par pays et par ville d'OpenStreetMap, ce qui permet plus facilement d'aller récupérer, par exemple, les données uniquement de la Bretagne. Donc ça fait gagner du temps, plutôt que de télécharger des données à l'échelle mondiale, on va prendre que la région qui nous intéresse. Et on a également la source Overpass API qui va permettre de récupérer de la donnée brute, donc soit sur une zone encore plus restreinte, soit sur une thématique donnée. On peut demander à ce système, mais on le verra tout à l'heure plus en détail, de récupérer que les adresses sur Rennes, par exemple. On a également à disposition donc, des sources de données traitées, donc ce que j'évoquais tout à l'heure. On a par exemple pour les fonds de cartes, les tuiles, Mapbox et Joke, qui sont deux grandes sociétés qui proposent des services commerciaux autour d'OpenStreetMap et qui mettent à disposition ces données traitées qui sont un peu prêtes à l'emploi. Les données tabulaires, on peut les trouver sur des sites open data, comme par exemple datagouv.fr va proposer des extraits thématiques des données OpenStreetMap. Et on a d'autres services qui, pour le coup, ne vont pas mettre à disposition directement de la donnée OSM, mais vont l'utiliser, comme par exemple certains géocodeurs, des calculateurs d'itinéraires, etc. Ils vont utiliser sur leur plateforme ces données et vont vous mettre à disposition de la donnée traitée qui utilise ces données de base. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces données ? Donc on va commencer par regarder un petit cas pratique sur des cartes thématiques et dynamiques. Donc l'idée, ça va être de faire une carte en mode web sur laquelle on veut afficher des données qui sont potentiellement un peu mouvantes, qui vont évoluer dans le temps. Et du coup, pour ça, on va les récupérer directement sur la base OSM des informations qu'on va extraire et qu'ensuite on va afficher dans le navigateur web avec une solution qui permet de créer des cartes assez facilement. Donc la première partie, l'extraction. On va utiliser le système Overpass que j'évoquais tout à l'heure, qui en fait propose un langage d'interrogation qui s'appelle le Overpass Query Language,
qui se structure plus ou moins comme du SQL, c'est un petit peu différent en termes de syntaxe, et qui en fait va permettre d'aller chercher de la donnée soit par zone, soit par thématique, soit par date dans OSM. Donc, ce que j'évoquais, on peut dire récupérer toutes les adresses de Rennes avec ce langage. On peut également dire je veux récupérer toutes les modifications qui ont été faites à Brest entre le 12 janvier et le 13 mars. On peut également lui dire je veux récupérer tous les éléments qui sont partie prenante d'une ligne de bus. Donc il y a pas mal de choses qu'on peut interroger de manière un peu précise avec ce langage. Donc ce langage-là, je ne l'ai pas précisé, mais en fait il s'interroge via une API web, et on peut également y accéder grâce à cette interface Overpass Turbo qui permet de simplifier l'écriture de la requête et la validation des résultats. Donc en mode graphique, on va par exemple aller dire que je veux récupérer tout ce qui est bande cyclable sur Rennes. Donc en fait, on va écrire, je veux récupérer tout ce qui est des chemins, type de point way, je veux récupérer tout ce qui est bande cyclable, highway égale cycleway, et je veux récupérer ce qui est un Rennes, in Rennes. Donc c'est un petit langage, là, pour le coup, avec l'assistant qui est plutôt facile à prendre en main, et qui va générer, lui, une requête plus complexe qui va faire ce traitement. Et donc on obtient le type de résultat que vous voyez ici, et c'est ce résultat-là qu'on va récupérer après en mode web pour faire notre carte. Donc, une fois qu'on a les données, ce qu'il faut faire, c'est les afficher. Donc, on va utiliser par exemple le composant leaflet, dont l'objet est d'afficher des cartes interactives sur le web. Donc, c'est un composant qui a été écrit pour être très simple, facile à prendre en main. Et là, par exemple, vous avez le code qui tient en quelques lignes pour créer une carte interactive avec un fond de carte et un marqueur. Donc ça, c'est du code qui marche vraiment. Ça prend que quelques lignes et ça fait le travail. Donc c'est quand même intéressant pour assez rapidement monter une carte en ligne. Et si en plus on veut afficher des données GeoJSON qu'on a sorties de l'Overpass API, on rajoute ce type de fonction. On dit je vais chercher mes données et je leur applique tel style et je les ajoute à la carte. Et là c'est plié, c'est fini, vous avez votre carte interactive qui fonctionne. Donc, par exemple, cette petite carte que j'avais réalisée pour afficher les supports publicitaires sur la ville de Rennes, où on voit en fait, on surcouche les icônes oranges qui correspondent chacune à un panneau publicitaire. Si on clique dessus, on a accès à plus d'informations. Donc les informations extraites de la base, affichées avec leaflet, et ce qui permet du coup d'avoir une carte qui va se mettre à jour automatiquement. Si demain vous rajoutez un nouveau point sur Rennes de panneau publicitaire, au bout de 5 minutes, il est visible sur la carte. C'est quand même plutôt sympa. Donc si je résume, il est assez simple de créer des cartes thématiques dynamiques en utilisant ce combo OpenStreetMap, Overpass et Leaflet, ce qui permet du coup de répondre déjà à un certain nombre de cas d'usage assez simples autour de cartes thématiques. Maintenant, on va s'intéresser à la question du guidage et des itinéraires. Donc en termes de représentation, dans la base OSM, on a vu que tout ce qui était route se représentait avec la clé highway. Et donc, il va y avoir différentes valeurs. On va décrire les autoroutes, on va décrire les voies rapides, voies résidentielles, les chemins, les voies cyclables, etc. Tout ce qu'on veut. Il y a au moins une trentaine de valeurs différentes pour décrire tous les types de routes. Et sur ces trentaines de valeurs, on peut affiner encore plus avec d'autres clés valeurs. Et du coup, là, on voit la carte de représentation de la présence de cette clé à l'échelle mondiale. Donc, on sent quand même que c'est des données qui sont assez denses et qui se retrouvent de par le monde. Donc le processus pour parvenir à faire du calcul d'itinéraire, il va être plutôt similaire à ce qu'on a vu tout à l'heure. On va sortir d'un site fournisseur les données, sur lesquelles ensuite on va faire un traitement pour ne garder que l'information relative au réseau routier. Et une fois qu'on aura mis ça en base de données, on va pouvoir lancer une solution de calcul d'itinéraire qui va faire le travail de vous trouver le plus court chemin entre deux points du réseau. Donc pour récupérer les données, on va utiliser par exemple GeoFabric qui, comme je le disais, propose des extraits localisés des données OpenStreetMap. Donc là, si on imagine travailler sur la Bretagne, on dit je veux la zone Bretagne. Et de ça, on va prendre un fichier qui va être du fichier OSM compressé, donc qui, par exemple, va permettre de récupérer assez rapidement les données sur la Bretagne. Je crois qu'on est à 350 mégaoctets compressés sur les données actuelles en Bretagne. Donc ça vous donne une petite ordre d'idée du volume de données. Après, une fois qu'on a ces données en local, on va les importer en base de données. Donc là, par exemple, on va utiliser un combo PostgreSQL, PostGIS et pgRouting, donc une solution basée sur cette base de données PostgreSQL, et l'outil d'import OSM to pgRouting. Donc cet outil prend les données en local, le fichier OSM, va
convertir les données pour qu'on soit dans un format en mode graphe, pour pouvoir faire du calcul itinéraire, et les mettre à disposition dans la base de données. Ce qui va permettre ensuite de faire l'interrogation, on va le voir après. Donc la commande, elle est assez simple, OSM2PGRouting, vous précisez le nom du fichier, quel type de configuration vous voulez utiliser, est-ce que vous voulez faire du calcul piéton, est-ce que vous voulez faire du calcul voiture, est-ce que vous voulez faire du calcul personnalisé type fauteuil roulant, type vélo, type ce que vous voulez. Et après, on précise les informations de connexion à la base. Et assez rapidement, on a nos données disponibles en base pour les utiliser. Ensuite, on va utiliser la solution PGRouting qui, par exemple, propose différents algorithmes de calcul itinéraire. Le plus sympa à utiliser, ça va être l'algorithme ASTAR qui va permettre d'avoir des résultats assez rapides et plutôt de bonne fiabilité. Donc là, on a un exemple de déroulé de ce calculateur d'itinéraire. Et donc, on voit, pour arriver au point de départ et d'arrivée, on a le chemin qui est représenté là, qui est proposé. Donc, c'est une solution assez classique en termes de calcul sur des graphes, qui est disponible dans PGRouting. Et en gros, la requête va ressembler à ça. Donc cette requête-là, l'objectif, c'est de sortir le calcul d'itinéraire entre les points 1 et 3, donc c'est précisé sur la dernière ligne. Et en gros, ce qu'on va faire, c'est dire comment est structurée ma base de données pour aller récupérer les informations. Donc c'est une requête assez classique, il y a plein de modèles qui sont disponibles. Et en gros, en utilisant cette requête-là en l'état, vous êtes en mesure de sortir du calcul d'itinéraire. Et donc en termes de résultats, on a quelque chose comme ça. Donc on a pour chaque ligne le nœud qui a été parcouru sur le graphe. Donc par exemple, on a visité le nœud 1, le nœud 4, 6 et 3. Et à chaque fois, on a les valeurs de coût de traversée. Combien ça m'a coûté de passer du nœud 1 au 4 ? Ça m'a coûté 0,007. Du coup, ça permet d'avoir donc des données de calcul itinéraire sur des informations de réseau routier qui sont à jour très précises et sur lesquelles on peut faire n'importe quel type de calcul. Donc après, ces données-là, on peut imaginer les utiliser dans n'importe quelle sorte d'application. Donc par exemple, proposer du guidage, réalité augmentée, ce qu'on veut. L'important, c'est vraiment que cette base-là existe et qu'on peut faire simplement du calcul dessus. Et donc, on peut créer toutes sortes d'itinéraires à base de ces solutions. Si on imagine maintenant faire une carte en 3 dimensions. Donc carte en 3 dimensions, il y a plein d'usages. Et en termes de données, on a vu, il y a pas mal de choses qui sont proposées. Donc on peut imaginer utiliser des bâtiments. Si on veut faire une carte en type Minecraft, on peut imaginer sortir les bâtiments sur la ville de Rennes. On peut imaginer sortir les réseaux, donc que ce soit les réseaux routiers, que ce soit les réseaux techniques. Récemment, ils ont apporté par exemple tout le réseau de gazoducs en Savoie, si je me rappelle bien. Donc il y a des réseaux assez complexes qui sont également disponibles. On peut imaginer tout ce qui est réseau électrique, etc. Et tout ce qui est points d'intérêt. Donc les points d'intérêt, les commerces, les équipements urbains, tout ce qui va être d'utilité publique. Donc, un exemple de rendu, F4Map, qui est une solution en ligne pour faire de la visualisation de données OSM en mode 3D. Donc là, c'est le campus, vous aurez peut-être reconnu, de Villejean, qui a été entièrement cartographié en 3D. Donc là, ce qu'on voit, c'est uniquement interprété à partir des données à plat qu'il y a dans OSM. C'est-à-dire que tout ce que vous voyez là, toute la représentation en 3 dimensions, est issue du calcul à partir de données 2D. Et donc, comment on va faire le lien de la 2D à la 3D? C'est justement en renseignant un certain nombre d'attributs. On va dire, par exemple, ce bâtiment, il a tant d'étages, il est de telle couleur, il a un toit de telle forme, il a éventuellement une hauteur plus précise, etc. Et donc, ces différents éléments-là permettent d'avoir un résultat assez intéressant. Donc, le processus de traitement de la donnée, on va, de la même manière que pour les autres traitements, sortir nos données au format XML. On va utiliser une solution intermédiaire qui va faire le lien, qui va faire la conversion de la 2D à la 3D et avoir un format en sortie de 3D qui va permettre d'être utilisé dans les différents outils spécifiques 3D. Donc on a des solutions qui sont plutôt génériques, c'est-à-dire qu'elles sortent des formats type OBJ qui peuvent être utilisés dans n'importe quelle solution pour faire de la 3D. Donc, par exemple, OSM2World, qui est une solution complètement libre, open source, va prendre les données et les convertir. Donc en fait, on spécifie un profil de conversion. On dit, quand je lis telle clé valeur, je veux afficher tel objet, je veux que ce soit rendu de telle manière.
et donc on peut rentrer assez précisément dans le détail. On peut faire le lien avec des textures, on peut faire le lien avec les différentes couleurs, on peut associer des modèles 3D précis. On a également une autre solution qui s'appelle OSM2POV, donc POV qui est un type de rendu 3D, qui fait plus ou moins la même chose, hein, mais c'est une autre solution donc, qui ne s'utilise pas forcément exactement pareil. On a des solutions plus spécifiques, c'est-à-dire qu'on a des solutions logicielles qui vont s'adapter uniquement à un logiciel. Par exemple, on a l'outil Blender OSM qui permet de faire de l'import directement dans Blender des données OpenStreetMap. Donc, rapidement, on va avoir un rendu à la fois donc, des données qu'on a vues, les données purement cartographiques. On peut faire le lien avec de l'information type modèle de terrain, donc pour avoir les élévations, pour avoir un rendu au sol plutôt réaliste. On peut également faire le lien avec des images aériennes, dire cette zone-là, j'ai les images aériennes, donc je les applique sur ma surface au sol, ce qui permet du coup assez rapidement d'avoir un rendu réaliste, et tout ça en quelques clics. Donc cette solution-là, pour le coup, elle est libre, mais payante, elle est à 5 $ si je me rappelle bien, mais elle est quand même assez intéressante pour avoir des résultats rapidement. On a une solution qui se base sur le moteur Unreal Engine, donc, qui s'appelle StreetMap, c'est un plugin qui est disponible pour ce moteur de rendu de jeu. On a la solution QGIS ou FreeJS. Donc, je ne sais pas si vous connaissez QGIS, c'est un logiciel qui est orienté SIG, donc Système d'information géographique, qui initialement permet principalement de faire des cartes plutôt papier, mais avec cette extension, on peut directement sortir un modèle 3D. Et donc un modèle 3D pour le web en plus. C'est-à-dire que la carte qui va être sortie avec FreeJS va permettre d'afficher un environnement de notre choix directement sur le web. Et on a la solution Mapbox Unity SDK, qui pour le coup est une solution tout encapsulée, qui va faire pas mal de choses, qui va directement aller chercher les données, qui les aura déjà traitées, et vous n'avez plus entre guillemets qu'à faire la partie sympa, donc la modélisation et le rendu. Donc, en termes de possibilités, on est quand même assez, on peut faire pas mal de choses. On a notamment la possibilité de faire des visionneuses plutôt réalistes. Donc, en sortant les données, en essayant de les représenter de la manière la plus fidèle qu'il soit, on va avoir des modèles de la ville qui vont être précis, qui vont être détaillés. Pour le coup, ça peut servir dans des cas où on va faire de l'aménagement. On veut montrer un nouveau projet d'extension urbaine, de renouvellement. On va utiliser cette solution pour faire l'environnement et rajouter le nouveau bâtiment qu'on va construire. Donc rapidement, quand on est architecte, ça peut être intéressant à utiliser. Classiquement, on peut également faire du jeu vidéo. Il y a des solutions, il y a des jeux comme par exemple Super Tux Kart, je ne sais pas si vous connaissez, qui en fait proposent notamment d'aller chercher des cartes à partir de données OSM, donc avoir possibilité de jouer dans cet environnement réaliste. Mais comme on l'a vu, les solutions sont assez ouvertes et du coup, on peut imaginer créer son propre jeu et utiliser ces données directement. Et après, on a tout ce qui est lié à la réalité augmentée et virtuelle. On a des solutions, par exemple, qui ont été développées par Mapbox pour faire du calcul avec son smartphone. On pointe son smartphone comme ça et on voit en fait sur l'écran directement l'itinéraire à suivre. Donc, il vous affiche des petites flèches et vous dit la prochaine rue, il faut tourner à droite ou à gauche. Et puis évidemment, tout ce qui est réalité virtuelle, de la même manière que pour le jeu vidéo, on peut faire des choses. Donc, en résumé, OSM permet de faire de la modélisation 3D donc de premier niveau, c'est-à-dire qu'on va afficher du bâtiment peut-être plutôt simple, mais en tout cas qui est déjà intéressant si on n'a pas envie trop de se casser la tête sur cette partie-là. On va afficher tout ce qui est données plus classiques de réseau routier, d'équipement, et donc permettre différentes solutions. Alors, comme on a un petit peu de temps, je vais peut-être vous faire les démos en question que je ne pensais pas avoir le temps de faire. Alors, ça va être sur l'autre écran. Donc, notamment pour voir la partie, édition, qui me semble intéressante. Alors,
Donc là, par exemple, on est sur le quartier de Villejean. Donc, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent, mais là, on a par exemple la piscine de Villejean, sur laquelle on va avoir un certain nombre d'informations. C'est-à-dire que donc on retrouve le fait que c'est un centre aquatique, on va trouver son nom, l'exploitant, son adresse, l'adresse de courriel, le téléphone, etc. Et donc l'information réellement attributaire, ce que je vous expliquais tout à l'heure, va se trouver en bas. C'est-à-dire que c'est ces données-là qui vont être réellement stockées en base et pour lesquelles on va pouvoir ensuite utiliser pour faire différents rendus. Donc là, pour le coup, on voit ce bâtiment, il est assez bien décrit, il y a quand même pas mal d'informations dessus. Donc c'est quand même intéressant. Tout autour, on voit il y a différents types d'objets, il y a des arbres par exemple à côté. Donc là, l'arbre, il est décrit de manière assez simple, on dit juste c'est un arbre, mais le fait de savoir qu'il y a un arbre à cet endroit-là, c'est déjà intéressant, puisque à partir de ça, on peut faire des fonds de cartes plutôt sympas, on peut faire du rendu 3D, on peut imaginer pas mal d'usages. Donc de la même manière, après, on a tout ce qui est réseau routier. Donc là, on dit c'est une voie de service qui est en fait une voie de parking et qui s'appelle Square de Lorraine. Donc vous voyez, c'est en fait au final assez simple en termes de représentation, mais ce qui va être intéressant, c'est d'avoir ces données-là à l'échelle mondiale. Alors ensuite, je vais vous montrer l'histoire du rendu 3D. Donc la petite capture d'écran qu'on a vue tout à l'heure sur le rendu 3D, en fait, c'est un site qui propose ce rendu-là à l'échelle mondiale. Donc si on va, par exemple, à Rennes, alors je crois que je suis sur une connexion 3G, donc ça ne va pas être évident. Voilà, on est à Rennes. Donc là, quand on est à des niveaux de zoom assez hauts, on a une représentation assez classique en termes de carte. Mais c'est quand on va zoomer justement qu'on va rentrer dans le détail. Voilà, ça commence à arriver. Donc là, déjà le rendu des arbres et les bâtiments qui arrivent. Voilà. Donc là, vous voyez ce campus-là qui est quand même représenté de manière assez fine. On a des bâtiments complexes, comme le bâtiment ici, où en fait, on ne voit pas forcément très bien, mais en fait, il y a une espèce de partie où on a ici juste une toiture qui est au-dessus de l'autre bâtiment. Donc on a réussi à représenter le fait qu'il y avait un bâtiment de base et que cette partie-là, toiture, venait par-dessus. On a également le bâtiment à côté, là, la partie présidence qui est assez complexe, qui d'un étage sur l'autre ne va pas être la même, ne va pas utiliser les mêmes matériaux. Donc on arrive à représenter de manière assez fine ces éléments. Et donc ça, c'est un travail qui a été fait avec un certain nombre d'étudiants sur le campus et qui, pour le coup, permet d'avoir une représentation plutôt fine. Et donc si c'est quelque chose qui vous intéresse sur Rennes, vous voyez, il y a encore pas mal de quartiers où il y a du travail à faire. Donc si vous avez envie de vous lancer dans la représentation, vous pouvez y aller. Il y a de quoi faire sur Rennes. Et après, je vais vous montrer la partie édition en live. Donc avec cet outil qui s'appelle Show Me the Way. Hop. Donc là, qui va permettre de voir, en fait, se rendre compte quelles sont les modifications qui sont faites en direct sur OSM. Voilà, donc là on est lancé, on voit il y a des bâtiments qui sont en train d'être tracés, des routes. Là on est aux États-Unis, donc des gens qui rajoutent des routes, des bâtiments. Là ici un bâtiment qui a été modifié, toujours aux États-Unis. Donc vous voyez là c'est vraiment de la modification en temps réel. Il y a 3 minutes, quelqu'un a modifié une maison en Allemagne. Bien sûr, là, c'est un extrait des modifications qui sont faites en temps réel. Toutes les modifications ne sont pas affichées à l'écran.
mais ça montre déjà une bonne idée de la vitesse à laquelle on travaille. Donc là, on est en Indonésie, par exemple. Vous voyez, il y a des modifications qui sont réalisées de par le monde en temps réel. C'est quand même plutôt impressionnant. Donc voilà pour cette partie-là. Comme j'ai été un peu rapide a priori, je vais pouvoir vous montrer. Donc, on a vu tout ce qu'on était capable de faire en termes d'utilisation, mais justement, comment on va modifier cette donnée, puisqu'on est quand même sur un projet collaboratif, donc un projet sur lequel c'est les gens qui participent, c'est les bonnes volontés de chacun qui viennent améliorer la donnée. Et bien là, on va imaginer, on va peut-être venir sur le campus ici, ce sera plus intéressant. Donc la question, c'est à quoi ressemble le campus de Rennes 1 sur OpenStreetMap ? Bon, ça, c'est l'effet démo, hein, la connexion lente, on n'y échappe pas. Bon, en tout cas, en attendant que ça charge, donc je vais vous dire à peu près ce qu'il y a déjà sur le campus. Il y a donc forcément tous les bâtiments qui ont été représentés. Alors, voilà, donc on a ici, donc sur ce fameux campus de Rennes 1. Donc, là, vous voyez, on a quand même une carte qui est déjà plutôt assez riche. C'est-à-dire qu'on a donc, tout ce qui est occupation du sol. On sait les parties qui sont des parkings, on sait les parties qui sont de la pelouse. On connaît l'emplacement des bâtiments. On a les informations sur les bâtiments. Le fait que ce soit le bâtiment 1 et 2, que ce soit l'ISTIC. On a également les petites tables de pique-nique qui sont dans ce coin-là. Donc, je ne sais pas si certains d'entre vous sont amateurs des tables de pique-nique par là, mais en tout cas, elles sont présentes. Et si je me rappelle bien, on a des données qui sont même plus précises sur certains bâtiments, c'est-à-dire que certains étudiants de l'université se sont amusés à rajouter les informations de l'intérieur des bâtiments. Donc dans OpenStreetMap, on peut décrire tout ce qu'il y a à l'extérieur, mais également ce qu'il y a à l'intérieur des bâtiments publics. Donc ce qui va être intéressant, le fait de renseigner l'intérieur des bâtiments publics, c'est pour tout ce qui est, d'une part, purement en cartographie, le fait de savoir que la salle 315, elle est à tel endroit. Ça va être intéressant pour les cas d'usage autour de l'accessibilité, de dire, je suis étudiant en fauteuil roulant, comment je fais pour aller d'une salle à l'autre, en sachant que c'est un campus qui n'est pas forcément très récent, donc il y a beaucoup d'escaliers, qu'il y a beaucoup de pentes, et que je ne peux pas forcément me déplacer partout. Donc là, on va zoomer sur ce bâtiment. Donc vous voyez là, ce bâtiment, on voit la structure interne du bâtiment. On va avoir ici une description qui va nous dire qu'on est sur une salle au premier étage, qui est la salle E108, et qu'en plus c'est une salle de classe. Donc ça, imaginez ce travail-là fait à l'échelle d'un campus, on a possibilité de créer une carte interactive du campus qui va permettre de faciliter la vie des étudiants, en tout cas les nouveaux étudiants qui arrivent sur un campus pour dire tu sais pas où elle est, la salle B320, je te montre sur la carte, elle est à tel endroit. Donc c'est vraiment des usages qui peuvent être intéressants à l'échelle d'un campus. Mais pas seulement, on peut imaginer faire la même chose sur les grands centres commerciaux, sur tout ce qui est établissement public, les mairies, les préfectures. Et donc si maintenant on veut modifier un élément, attention, modification en direct, on va donc cliquer dessus et on va aller modifier sa description. Donc là, cet élément-là, c'est une voie de parking, et par exemple, on sait que son revêtement, c'est une voie qui va être bitumée, donc on va mettre asphalte. Donc vous voyez, c'est très simple, il n'y a pas besoin de savoir coder, ni de savoir développer pour participer, c'est vraiment très très simple. Et après, on pourrait imaginer rajouter d'autres éléments de description si on connaissait l'accessibilité de cette voie, si on connaissait d'autres éléments. Et après, hop, on fait juste sauvegarder. On explique les changements qui ont été faits. Donc là, je vais dire ajout surface au sol. On enregistre.
Et là, c'est parti. Ça va être en ligne. Et d'ici 2 minutes, tous les outils qui utilisent la base OSM pourront se servir de cette information. Donc, je pense que niveau présentation, j'ai fait le tour. Donc, si vous avez des questions autour de cet outil OpenStreetMap sur lequel il y a quand même pas mal de possibilités, eh ben, je vais pouvoir y répondre. Merci de votre attention. On est très fatigué avec la soirée d'hier. Moi, j'ai juste une première question, c'est comment est-ce que c'est modéré ces modifications? Parce que là, c'est fait en live, et puis du coup, derrière, on peut imaginer plein de bêtises de fait. Alors, effectivement, c'est la question classique, la question de la modération. Donc, en fait, on n'a pas vraiment de système de modération. Donc là, vous allez vous dire, oh mais là ça fait peur, c'est une catastrophe. Eh ben en fait, non, parce que par exemple sur Wikipédia, il n'y a pas non plus de modération directe. C'est-à-dire que n'importe qui peut envoyer une modification et elle sera visible directement sur le site. Mais pourtant, Wikipédia, c'est quand même une des encyclopédies en ligne les plus fiables du monde. Et pourquoi? Parce qu'en fait, il y a quand même un suivi qui est réalisé sur chacune des pages. Dès que quelqu'un modifie, ça alerte les gens qui suivent cette page pour prévenir des modifications et du coup qui permettent de vérifier et éventuellement corriger les soucis. Et bien sur OpenStreetMap, c'est exactement la même logique, c'est-à-dire que là, j'ai pu envoyer ma modification et personne ne m'en a empêché, mais si j'avais marqué une insulte comme nom de route, et ben assez rapidement, les gens qui sont habitués de cartographier sur le campus, ils auraient dit non, mais cette voie de parking-là, elle ne s'appelle pas comme ça, donc hop, on annule la modification. Et si en plus j'étais un contributeur qui fait souvent ce genre de modification, on a des systèmes de blocage pour dire bon bah cet utilisateur-là il fait rien de pertinent, on va le bloquer. Bon, de fait, OpenStreetMap c'est un projet qui existe depuis 2004 et au final ce qu'on constate à l'habitude c'est que la plupart des mauvaises contributions entre guillemets c'est plus des erreurs de débutants. C'est-à-dire que quelqu'un va mal décrire une route, il va mettre route égale oui au lieu de mettre highway égale service, tout simplement parce qu'il ne sait pas comment faire autrement. Et donc là, l'idée, ça va être d'accompagner les débutants, de leur dire « Bon, bah, tu as fait une bêtise, c'est pas grave, on corrige la bêtise, et en même temps, on t'apprend à faire mieux. » Comme ça, après, ça devient 2 bons contributeurs qui font des contributions de qualité. Donc au final, on n'a pas trop le souci des mauvaises contributions. Quand quelqu'un vient supprimer la moitié d'une ville, ça se voit direct, donc dans la minute, c'est annulé. Mais effectivement, on est sur le même système que Wikipédia, où c'est fait a posteriori. Et au final, c'est peut-être mieux comme ça, puisque ça permet de laisser une plus grande ouverture au projet et de ne pas être contraint de directement dire bon bah là tu as modifié un truc, c'est peut-être pas bon, alors qu'en fait la personne est allée sur le terrain et c'est une nouvelle route qui vient d'être construite. Donc au final il vaut mieux que ce soit ouvert comme ça et que justement on essaye de comprendre d'où vient la modification et pourquoi elle est là. Ici. Ouais. Est-ce qu'il y a un flag temporel sur les données? Est-ce qu'on peut demander les données d'une certaine date à une certaine date et qui ne sont plus les mêmes que maintenant puisqu'elles évoluent tout le temps? Alors effectivement, on peut récupérer des données qui sont plus anciennes. Donc la plupart des exports classiques permettent de récupérer les données vraiment à l'instant T, parce que c'est ça qui va intéresser la plupart des cas d'usage. Mais on peut récupérer des exports complets de la base sur lesquels en fait on va avoir tout l'historique. Puisque là, je ne l'ai pas forcément présenté, mais on a en fait moyen d'avoir accès donc, aux informations historiques. Donc je vais vous montrer. En fait, à chaque fois que quelqu'un fait une modification, comme j'ai fait là, ça crée un groupe de modifications. C'est-à-dire qu'on enregistre l'ensemble des modifications qui ont été réalisées et on va dire je les stocke en base, ce qui permet donc de suivre l'état de modification de la base et également qui a fait les modifications. Et du coup, de cette manière-là, on peut récupérer tout l'historique d'un objet. Donc ça, par exemple, c'est le groupe de modifications que je viens de faire, donc avec le commentaire, avec les sources utilisées. Et si on regarde un petit peu en bas, on a les objets modifiés. Et si je vais sur cet objet, donc on voit que c'est la version 3, donc je suis la 3e personne à avoir modifié cet objet, et je peux récupérer son historique. Donc là, on voit l'état précédent, donc quelqu'un qui avait fait une modification campus de Beaulieu Rennes, et puis la première version, donc qui est en fait la création de la route.
Donc on a vraiment cet historique qui est stocké en base. Après, donc, il y a effectivement des exports complets qui permettent de récupérer toutes les modifications qui ont été appliquées et donc de retracer l'histoire de la base. On a par exemple des outils, là je n'ai pas forcément le lien, mais qui permettent de voir l'évolution de ce qu'était la base en 2006 et ce qu'elle est maintenant. Et par exemple, sur une ville comme Paris, en 2006, il y avait à peine le périphérique. Maintenant, on a des données hyper détaillées sur toutes les rues, tous les bancs, tout ce qu'on veut. Donc c'est intéressant effectivement de faire cette comparaison. Donc oui, on peut accéder aux données historiques et oui, on peut les analyser pour faire des études dessus. Ouais. J'ai une petite question sur le calcul d'itinéraire. En fonction de si on est en voiture, vélo ou piéton, on va pouvoir sans doute obtenir des itinéraires différents. Est-ce que c'est des critères de calcul qui sont facilement intégrables à la requête d'itinéraire ? Alors effectivement, la partie calcul itinéraire sur PG Routing, en fait, on a une notion de coût qui est rendue disponible quand on fait l'import. Donc c'est pour ça que quand on utilise l'outil OSM to PG Routing, on doit préciser un profil. C'est à ce moment-là où on dit je vais utiliser un profil plutôt voiture ou plutôt piéton, et du coup les coûts qui vont être appliqués sur chacun des segments ne vont pas être exactement les mêmes. Si par exemple on a un piéton, quand on va arriver sur une autoroute, il va nous mettre un coût négatif pour dire non, cette partie-là de route, tu ne peux pas y aller, quoi. Et dans le même sens, dans l'autre sens, on peut avoir le même cas pour la voiture. Là, c'est un chemin piéton, donc tu n'as pas à y aller non plus. Donc on met un coût négatif. Donc c'est vraiment en fait à l'import, on va appliquer cette notion de coût. Mais on peut également modifier la base entre guillemets à la volée. Une fois que les données sont importées, on peut recalculer le coût en fonction d'autres critères, ce qui permet du coup d'avoir en base plusieurs coûts pour un même segment et dire si on est sur du calcul piéton, on prend plutôt celui-là. Si on est sur du calcul voiture, on va prendre plutôt celui-là. C'est pour ça que dans la requête, on reprécise quelle colonne de coûts on veut utiliser, puisqu'en fait, on peut en avoir plusieurs à disposition dans la base et faire différents types de calculs sur un même réseau. Et j'ai une petite question. Est-ce que les voies, on a aussi le sens de circulation parce que, ouais, tout à fait, ouais. Donc, sur les sens interdits, choses comme ça. Ouais. C'est ça. On a en fait le sens de circulation, donc déjà le fait de savoir si elle est à sens unique ou pas. Ensuite, on peut préciser elle est à sens unique, mais que pour un type de véhicule. On va dire, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a certaines rues où on peut passer dans un sens en voiture et dans l'autre sens en vélo. Donc ça, on va préciser, c'est à sens unique pour la voiture, mais ça ne l'est pas pour le vélo. Et après, effectivement, on peut détailler davantage en précisant les voies. Donc dire cette route-là, elle est à sens unique et en plus, il y a 3 voies, une pour tourner à gauche, une pour aller vers en face et l'autre pour tourner à droite. Donc on peut atteindre des niveaux de détail assez précis sur ces questions-là. Parce qu'en fait, le routier, tout ce qui est calcul d'itinéraire, c'est quelque chose qui est un cas d'usage vraiment le plus courant sur les données OSM. Donc il y a un très haut niveau de détail là-dessus. Et j'ai aussi une petite question sur si on souhaite participer. De ce que j'en ai compris, pour ajouter des éléments, on utilise en fait les photographies aériennes et pas des relevés sur le terrain. Du coup, parce que j'ai déjà remarqué que d'une photographie aérienne à une autre, au niveau des éditions dans le temps, il y a des fois des décalages qui sont assez importants. Donc est-ce que ça pose pas problème au niveau des rendus, ça ? Alors, au niveau de... Alors, en fait, donc, il faut savoir qu'OpenStreetMap, effectivement, peut s'appuyer sur différentes sources. Donc, maintenant, la plupart des gens utilisent effectivement l'imagerie aérienne, mais on peut également donc, récupérer de la donnée terrain, soit à partir de relevés GPS, soit en ayant pris des photos. Et on peut également utiliser des sources open data. Si la ville de Rennes publie du jour au lendemain toutes les données bornes incendie, on peut les utiliser, en tout cas comme base, pour intégrer. Donc après, sur la question des décalages entre les images aériennes, effectivement, c'est quelque chose qui existe. Et c'est d'autant plus flagrant quand on travaille sur des pays, par exemple en Afrique, dans le cas de cartographie humanitaire, où en fait, on va avoir de gros décalages d'un fournisseur à l'autre, par exemple plusieurs dizaines de mètres. Et du coup, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser les données qui sont plutôt déjà en base. C'est-à-dire qu'on va partir du principe que la donnée qui est en base est plutôt de bonne qualité. Et du coup, on va caler notre image sur cette base-là et retracer en fonction. En sachant que c'est déjà arrivé que quand on n'a qu'une seule source à disposition, on ait des décalages qui soient flagrants. Et du coup, dans ce cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on prend la zone et on la décale un petit peu dans l'autre sens, ce qui permet de corriger. Donc, on essaye de faire toujours avec la meilleure donnée disponible, en sachant que la meilleure donnée, c'est quand même celle qu'on va récupérer soi-même sur le terrain. Mais même là, on n'est pas à l'abri, puisque les GPS ont une certaine précision. Souvent, c'est du 3 mètres sur du bon GPS, mais des fois, sur des GPS de voiture, on va être sur du 10 mètres. Donc en fait, on essaye de combiner les différentes sources et c'est cette combinaison qui fait qu'on arrive
à avoir quand même une donnée d'une assez bonne précision. Quelles sont les sources de financement d'OpenStreetMap ? Alors, il faut savoir qu'OpenStreetMap, c'est un projet complètement libre. Donc, en fait, ce qui est financement, c'est principalement des dons. C'est-à-dire qu'on va avoir des dons de particuliers, les adhérents à l'association. On va également avoir certaines entreprises qui sont plutôt consommatrices des données, qui vont faire des dons forcément plus importants. Mais c'est quand même une structure qui reste à la base associative, donc qui est complètement indépendante des financeurs. Et l'idée, en fait, c'est qu'au final, autour d'OpenStreetMap, il n'y a pas des coûts qui sont énormes, puisque les principaux coûts, c'est les coûts techniques, tout ce qui est serveur, tout ce qui est connexion, tout ce qui est stockage. Mais après, on n'a pas de coûts liés à la création de données, puisque c'est purement bénévole. Mais est-ce que des fois, ça ne vaudrait pas le coup d'avoir des sources de financement, enfin, avoir plus d'argent, en fait, pour, par exemple, récupérer des données satellites, faire les images en 3D à partir de ça, comme fait Google, finalement ? Est-ce que c'est pas un peu limitatif de se baser uniquement sur les collaborations des gens ? C'est limitatif, oui et non, puisqu'on arrive quand même à avoir, malgré ces financements qui pourraient être plus importants, des données qui sont quand même de très bonne qualité. Donc, à la fois, oui, c'est sûr que si on avait plus de financement, on pourrait acheter du matériel pour faire de la cartographie, mais en même temps, au final, on arrive à se débrouiller sans. Donc, c'est une question d'équilibre, c'est de dire on a cette indépendance vis-à-vis des clients, des utilisateurs de la donnée, donc ce qui est bien. Mais effectivement, on pourrait aller plus vite, plus loin si on avait plus de financement, mais au final, on arrive aussi à s'en sortir sans. Donc, c'est une question d'équilibre qui doit être trouvée au niveau, au niveau global. Donc, je n'ai pas forcément une réponse plus détaillée là-dessus, mais en tout cas, ça marche comme ça en l'état. Donc, a priori. Une autre question, est-ce que vous avez prévu, par exemple, d'imaginer une application mobile, comme il y a le GPS dessus, qui permettrait de collecter des données quand les gens marchent, c'est juste l'application installée, pour voir les endroits où on peut passer, les endroits où on ne peut pas passer, ou des applications plus complètes où on pourrait déclarer à l'endroit où on est certaines choses. Alors, histoire que ce soit encore plus simple de déclarer les choses pour les gens, et limite amusant si on pouvait même y mettre ça dans l'application. Alors c'est vrai que je n'ai pas forcément présenté les applications mobiles, mais il y a un écosystème d'applications mobiles. Donc à la fois des applications comme OSM Tracker qui vont permettre de collecter de la donnée purement GPS, donc le fait de savoir qu'une personne est passée à tel endroit, mais avec son consentement, là où Google ne le fait pas toujours avec le consentement de la personne. Là, ici, c'est de la volonté de la personne de dire j'ai envie de récupérer la trace et de la mettre à disposition. Après, on a d'autres applis effectivement qui permettent de faire de l'édition directement sur le terrain, donc en mode plus ou moins ludique. On a par exemple une appli qui s'appelle Street Complete, qui permet d'avoir des petits marqueurs sur la carte qui correspondent à une réponse à apporter à une question simple, comme par exemple, j'ai une route à côté de moi, je ne connais pas la vitesse limite, est-ce que tu peux me dire quelle est la limite de vitesse sur cette route ? Du coup, on a juste à marquer c'est 50, et hop, ça part sur OSM et la donnée est rentrée comme ça. Et donc ça, sur plein de thématiques, il y a plein de petits sujets comme ça de participation. Donc on a des applications pour mobile qui existent, on a aussi des applications purement clients comme Maps.me qui permettent de faire de l'affichage de cartes, du calcul itinéraire, etc. Donc il y a un écosystème d'applications. Elles sont renseignées sur le wiki d'OpenStreetMap, donc on peut découvrir la liste et quelles sont les applis et comment les utiliser. Ouais. Il y a une question en bas. Si on veut utiliser OpenStreetMap mais sans Internet, est-ce que ça s'installe facilement d'avoir un serveur de cartographie autonome? Et si oui, la mise à jour des datas, est-ce que ça se fait facilement ou est-ce qu'il faut tout recopier? Est-ce qu'on peut donner la date, par exemple, sur laquelle on a et récupérer que le delta? Alors, là, la question, c'est vraiment sur un serveur de données complet. Sans Internet, ouais, on peut imaginer en Afghanistan, enfin, ce genre d'application. Ouais. Quoi. Alors, il y a effectivement des solutions pour faire ça. Donc, en fait, on va plus ou moins cloner la base en local, c'est-à-dire qu'on va récupérer la base à un instant T, on va la stocker sur une machine qui n'a pas la connexion Internet, et à partir de là, les données sont dupliquées sur la machine, donc sont à disposition. Et du coup, à partir de ça, donc on peut y accéder comme on veut, puisqu'on est sur son propre réseau. Et si on veut faire la mise à jour après dans un second temps, il faut savoir que OSM met à disposition des fichiers diff, donc des différentiels toutes les minutes, toutes les heures, tous les jours,
qui permettent de dire, bah, tiens, depuis le dernier état de la base, il s'est passé ça. Une personne a rajouté tel nœud à tel endroit. Et donc, en fait, on peut reconstruire les modifications qui ont été apportées sur sa base. C'est-à-dire qu'on dit, bah, maintenant, j'ai une connexion Internet, je récupère les derniers diffs que je n'ai pas pu suivre, et ensuite, on les applique sur sa base, ce qui permet d'être à nouveau synchronisé. Donc ça, oui, c'est tout à fait possible. La partie... Alors ça, c'est des sujets, pour le coup, qui sont en train d'être travaillés, parce qu'il y a des cas d'usage sur la cartographie, par exemple en Afrique, où forcément, là-bas, la connexion Internet n'est pas toujours de bonne qualité. Donc ils sont en train de travailler, il y a un projet Portable OSM, dont c'est l'objectif de voir comment on peut faire des modifications en local, et ensuite les recombiner avec la base mondiale. Donc il y a des projets qui sont autour de ça, donc c'est des solutions qui vont arriver, et sur lesquelles bah, c'est des initiatives ouvertes, donc on peut également s'y joindre et participer. Voilà. Merci beaucoup.